Hervé Kempf, après avoir écrit « Comment les riches détruisent la planète et pour sauver la planète, sortez du capitalisme », nous vous recevons à la Galerne pour « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie », un livre paru aux éditions du Seuil dans la collection « L'histoire immédiate ». Hervé Kempf, vous écrivez donc « Il faut bien voir que le premier défi qui va dominer la politique du XXIe siècle, c'est l'adaptation juste ou violente au changement climatique et à la crise écologique. » Alors, j'aurais envie de vous poser comme première question, d'où vient l'oligarchie qui est vraiment le thème central de votre ouvrage ? L'oligarchie, c'est un concept très ancien qui avait été élaboré et conçu par les Grecs antiques du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ et qui ont conçu les façons par lesquelles les sociétés peuvent se gouverner, et conception qui est à la racine de la culture politique occidentale. Et ils avaient donc défini la démocratie, qui est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ils avaient défini la dictature ou la monarchie, qui est le gouvernement d'un seul qui impose ses décisions au reste de la société. Et puis ils avaient conçu une troisième catégorie que l'on a singulièrement oubliée, qui est le régime oligarchique, c'est-à-dire la situation dans laquelle un petit nombre de gens, oligo veut dire peu nombreux, va discuter, va délibérer entre lui et puis va imposer au reste de la société les décisions, la vision du monde que ce groupe aura adopté. Et je pense que ce concept très ancien est en fait tout à fait pertinent pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que depuis, il y a une évolution du capitalisme dans les 30 dernières années qui s'est traduit notamment par une très grande augmentation des inégalités dans tous les pays occidentaux, qui s'est traduit aussi par la constitution d'une puissance financière extrêmement importante et qui a fini par faire en sorte que le petit groupe des gens qui ont accumulé cette richesse et ces privilèges tout à fait énormes ont maintenant à leur disposition des moyens de pouvoir, d'influence qui l'emportent largement sur les procédures démocratiques. Et donc je pense que ce concept de régime oligarchique, d'oligarchie, correspond bien à la situation dans laquelle nous sommes arrivés. Alors, l'oligarchie, est-ce que ce serait finalement ce qui se trouve entre la démocratie et la dictature ? C'est une troisième forme, effectivement. On peut penser qu'il y a une dégradation de la démocratie qui est très claire dans la période actuelle, qui nous fait dériver vers l'oligarchie. Peut-être même sommes-nous déjà dans l'oligarchie. Et il est clair que dans la situation actuelle, qui se traduit par une crise écologique de plus en plus manifeste dans tous les pays du monde, et qui va entraîner à avoir des conséquences importantes pour le niveau de vie, les conditions d'existence, particulièrement dans les pays occidentaux, et dans une situation où aussi les inégalités et la situation sociale devient de plus en plus inacceptable, il y a une montée des tensions écologiques, une montée des tensions sociales. Et il est clair que une tendance de l'oligarchie, une tendance du capitalisme actuel est de répondre à ces tensions par un régime de plus en plus autoritaire, par le recours de plus en plus, d'un côté, au conditionnement de l'esprit public par les médias de masse, et par ailleurs par l'usage de plus en plus fréquent de dispositifs policiers, de fichage des individus, de régression généralisée des libertés publiques. Et donc c'est effectivement une tendance, pourrait aller, je ne sais pas, vers la dictature, mais d'aller vers un régime autoritaire si les citoyens ne ressaisissent pas l'énergie démocratique pour faire revenir le pouvoir au service de l'intérêt de tous. Alors la crise écologique est véritablement au cœur évidemment de cet ouvrage. Quelle ligne de fracture caractérise le monde actuel ? Est-ce que c'est finalement celle qui oppose le Nord au Sud, ou bien est-ce que c'est justement le fossé qui sépare l'oligarchie mondiale des peuples sujets, comme vous l'abordez dans le livre ? C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a clairement toujours une distance nord-sud, une divergence nord-sud, qui se traduit par le fait que les habitants des pays riches, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe occidentale et une large partie de l'Europe, c'est le Japon, continuent à avoir une différence dans une situation de richesse collective très importante par rapport à celle de l'ensemble des pays du Sud. Et donc ça induit des exigences particulières pour les habitants des pays du Nord. Pour le dire rapidement, on est dans une logique de culture planétaire et donc d'aller vers une convergence des niveaux de vie, des conditions d'existence. Or, nous savons que cette convergence, cet alignement en quelque sorte des niveaux de vie ne peut pas se faire au niveau de vie
des Américains du Nord, ni même à celui des Européens, parce que la contrainte écologique, la situation écologique maintenant ne le permet pas. Et donc pour aller vers une plus grande égalité au niveau mondial et qui est imposée, qui sera imposée de manière tout à fait légitime par l'ensemble des habitants des pays du Sud, eh bien, il va nous falloir, habitants occidentaux, habitants des pays du Nord, accepter de réduire notre consommation matérielle et notre consommation d'énergie. Ceci dit, il n'y a pas seulement que cette distance nord-sud, parce que au sein de toutes les sociétés, et c'est vrai aussi d'un très grand nombre de sociétés des pays du Sud, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit le Brésil, mais évidemment aussi pour les pays occidentaux, et dans les pays occidentaux, on retrouve cette puissance oligarchique, cette distance extrêmement grande, cette inégalité extrêmement grande, et donc l'enjeu aussi pour nous permettre d'aller vers une économie et une culture et une société beaucoup plus écologiste, eh ben, c'est de rendre cette transition possible en faisant en sorte qu'elle soit équitable. C'est-à-dire que le changement d'habitude soit partagé par tous, soit accepté par tous, et ça ne peut être accepté par tous que si on réduit fortement les inégalités, c'est-à-dire si on fait en sorte que ceux qui sont au sommet et qui ont un mode de vie tout à fait extravagant, ne peuvent plus être en situation de l'être. Alors dans ce livre, bon, vous le dites, vous n'apportez pas de solution parce que écrivez-vous, la solution c'est vous, c'est nous. Mais tout de même, vous émettez des hypothèses, vous en émettez notamment 3. Quelle est celle qui vous paraît la plus envisageable entre le capitalisme incapable de se transformer qui évolue vers une situation où la dictature se mêlera au chaos, la large fraction de l'oligarchie qui reconnaît l'ampleur du danger et finalement la communauté de citoyens qui bouscule l'oligarchie? Moi, je ne prédis pas l'avenir, j'essaye simplement d'élucider le présent. Et élucider le présent, c'est se donner les moyens de comprendre la situation et d'agir à son propos. Je crois qu'effectivement, il y a cette tendance d'un capitalisme autoritaire qui est de plus en plus manifeste et de plus en plus visible. Ce que je ne sais pas, c'est de dire si l'autre scénario qui suppose un réinvestissement par les citoyens de l'espace public, une réappropriation par les citoyens, par le peuple, de ces moyens d'action collectifs, va se faire ou pas. Ce qui me paraît certain, en revanche, c'est que la situation dans laquelle on resterait au bord de la route en regardant passer les voitures, où on regarderait filer le cours de l'histoire n'est pas possible, c'est-à-dire que les choses bougeront. Elles sont déjà en train de bouger. Par exemple, on est en train de parler au tout début du printemps où on voit les révolutions des pays arabes qui ont bousculé les concepts et qui ont bousculé les autres pays du côté de la Méditerranée. On voit l'accident de Fukushima qui montre l'ampleur de ce que peut être une catastrophe écologique. On voit que tout est en train de bouger et on ne peut plus rester passif devant cette situation. Si nous restons passifs, le scénario du capitalisme autoritaire l'emportera. Si nous reprenons cette exigence citoyenne qui est d'une certaine manière aussi une exigence morale, qui est de dire ok, il y a des logiques collectives, il y a des forces qui m'échappent, mais si moi je n'agis pas, je ne me mets pas avec d'autres, je ne vais pas avec d'autres pour rentrer en politique, et rentrer en politique ça va être pas seulement faire de la politique, même si en soi c'est important, mais c'est rentrer dans des démarches d'action collective, dans des démarches de délibération collective, dans des démarches de réflexion, d'expression, etc. Eh bien, le scénario du pire, le scénario du capitalisme autoritaire s'imposera. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la situation écologique est si grave et la question sociale devient si importante que nous ne pouvons pas rester, particulièrement les classes moyennes des pays du Nord, nous ne pouvons pas rester dans l'espèce de confort qui est quand même trop souvent notre cas. Nous devons accepter de redécouvrir la politique et de réinvestir la démocratie. Est-ce que vertu est véritablement l'autre mot de l'humanité ? Oui, il me semble que c'est un des traits. C'est un mot très étrange, le mot vertu, parce qu'il a été, je crois qu'on le comprend mal à l'époque actuelle. Peut-être ça fait souvent penser à la vertu un peu de Madame de Ségur et dans cette vision très d'une morale très étroite de la bourgeoisie du 19e siècle. En fait, vertu, c'est un mot, me semble-t-il, qui était utilisé par les Grecs et par les Romains, et qui employait ce mot dans le plein sens du terme. La vertu, telle que je le comprends, je ne suis pas un expert, un historien ou de la philosophie grecque antique, mais d'après mes lectures et ce que j'ai compris, c'est la vertu, c'est à la fois au sens romain la force, l'énergie, mais la vertu au sens grec, c'est aussi, en tant que citoyen, participer à la chose publique.
participer avec son énergie, éventuellement se mettre en danger, parce qu'il faut une forme de courage, et d'une certaine manière, la vie politique peut être du courage. On le voit quand c'est le cas dans des manifestations, où par exemple le peuple tunisien et le peuple égyptien nous l'ont montré avec beaucoup de force, et que la révolution se fait aussi par un engagement de courage physique, en l'occurrence, mais même dans nos pays, ça peut être le cas. Mais je crois que la vertu, c'est aussi l'engagement moral de comprendre que on ne peut pas être dans sa seule vie, mais qu'on doit avoir le souci de l'autre étant entendu, souci de la chose publique. C'est aussi cette liberté de s'engager en comprenant à la fois qu'on est dans un collectif, dans une communauté, dans une culture qui nous détermine très largement, mais dans laquelle on a une marge d'action. Voilà. Hervé Kempf, pour terminer cet entretien, vous êtes journaliste, vous êtes en l'occurrence ici écrivain, nous sommes dans une librairie. Quels sont vos auteurs de référence, quelles sont vos lectures, si tant est que tout ce travail vous laisse le temps de lire encore? Écoutez, je suis une espèce de drogué de lecture, mais au très bon sens du terme, ça je ne pourrais pas m'en passer. Donc après tout, vous disiez quelle est la solution. Je pense qu'une solution, puisque l'oligarchie conditionne très largement l'esprit public par la télévision, c'est de ne pas regarder la télévision. Et quand on abandonne la télévision, on découvre avec beaucoup de joie d'abord que eh bien, les heures peuvent être beaucoup plus riches. Évidemment, elles peuvent s'occuper par la lecture. Très rapidement, j'ai pas d'auteur fétiche, ou alors j'en ai des dizaines, parce que rentrer dans la lecture, c'est rentrer dans un univers où on va avoir à la fois des maîtres et des amis. Dans des livres récents qui aident à penser la question écologique, il y en a deux qui me paraissent importants parce qu'ils montrent qu'une économie écologique peut être possible. C'est le livre de Tim Jackson qui est Prospérité sans croissance, je crois. Il y a un autre livre de Jean Gadret, Adieu la croissance. Un roman que j'ai bien aimé récemment, c'est de Gérard Mordillat, Rouge dans la brume. Un livre que j'ai bien aimé parce qu'il nous fait voir un autre monde, une histoire de l'Inde, c'est Histoire de mes assassins. J'arrive pas à me rappeler le nom de l'auteur indien, mais vous le connaîtrez certainement ici. Voilà, mais je pourrais parler de dizaines de livres, c'est un univers infini. Voilà les livres qui me paraissent importants dans le moment présent. Merci beaucoup. Merci.